Alors racontez-nous un peu ce que vous avez mis en place, depuis quand et pourquoi. Alors, par contre, je veux bien le diaporama. Donc, au départ, on faisait un peu de télémédecine, mais en bricolant et surtout de façon absolument pas officielle, puisqu'on avait repéré que certains patients qu'on voyait en consultation ou en hospitalisation souffraient des transports, et donc on acceptait de donner des avis par messagerie non sécurisée, portable perso, etc. Donc il y a eu un projet. Il y a eu un appel à projet de l'ARS étape là, pour essayer de voir comment on pourrait se mettre en place de la télémédecine et comment la rembourser. Et donc on a répondu à cet appel à projet. Alors, pour des patients de plus de 75 ans, gériatriques, puisqu'on était gériatre, avec des plaies complexes, et on avait choisi de faire du suivi. Donc, puisqu'on ne voulait pas avoir une activité supplémentaire, on voulait bien substituer une partie de notre activité de consultation en télémédecine pour éviter le transport des patients. Et l'HAD de Mel, nous avons répondu favorablement, rapidement, parce que nous étions soumis à deux problématiques. Une difficulté pour acheminer les patients que nous prenions en charge pour pansements complexes, et avec aussi le souci de réduire les durées moyennes de séjour pour ces patients pris en charge. Et donc, s'inscrire dans ce projet, c'était pouvoir raccourcir les délais de consultation et améliorer, protocoliser les plans de soins. Donc, vous commencez, donc le groupement hospitalier de Val-de-Sèvres et de Mélois, il était au rendez-vous. Donc, il était conscient de sa dimension rurale. Donc, on a répondu à ce projet et on a fait le maximum pour avancer ensemble avec ma collègue de centre hospitalier de Niort, Sandrine Khalifa. Donc les objectifs fixés au départ, le premier objectif, c'était vraiment améliorer la prise en charge des plaies chroniques, parce qu'il y avait des demandes, surtout des demandes des patients en EHPAD, formaliser une activité existante déjà. Troisième objectif, établir un nouveau processus relationnel entre les acteurs du système de santé. Quatrièmement, aider à maintenir les patients sur leur lieu de vie. C'est un point très important. Et enfin, limiter les transports itératifs. Mais c'était toi qui parlais. Donc on s'était répartis en tout cas les territoires. Le docteur Habib Benyedi faisait le suivi des patients du Mélois et je faisais le suivi des patients du Niortais. Puisque chacun on avait notre file active, on ne changeait pas notre façon de travailler. Donc pour les outils et ressources utilisées, on a l'implication des soignants et des médecins. Et deuxième point, on a utilisé la plateforme PACO, dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, on en parlait tout à l'heure. Les tablettes informatiques et des formations. On a utilisé, on a fait des formations des PC Play. En fait, on a monté sur le sud de Sèvres une formation DPC Play avec... DPC, développement professionnel continu. Voilà, donc... en association avec d'autres spécialités touchées par les plaies, comme les dermatologues et les angiologues, ouverts aux soignants, enfin à destination des soignants, mais avec une ouverture particulière vers les soignants qui intervenaient en HAD et dans les EHPAD qui avaient conventionné. On demandait aux EHPAD, quand elles voulaient adhérer à ce projet, qu'elles envoient leurs infirmiers, au moins une infirmière coordinatrice, à la formation. Que l'idée du dispositif, c'est pas seulement d'échanger en télémédecine, mais c'était surtout d'améliorer la qualité de la prise en charge et d'harmoniser les procédures en partant des bonnes pratiques. Donc du présentiel associé à... Alors là, on parle de la formation. Allez, donc on est parti sur une formation DPC
pour que le personnel qui intervienne de l'autre côté soit aussi bien formé, puisque donner un avis mais avoir un personnel qui n'applique pas correctement les protocoles ne nous semblait pas adéquat. Donc on voulait aussi améliorer la prise en charge dans les structures. Notamment le fait que les soignants nous disent souvent on ne sait pas trop, donc on change de pansement en fonction de l'infirmière, en fonction du laboratoire qu'on a vu. L'idée aussi, c'était d'adosser la photo transmise à un commentaire au cours duquel, dans ce commentaire, le vocabulaire puisse dire la même chose à celui qui émet le vocabulaire et à celui qui le reçoit. Et on a associé à notre formation l'ESA, puisque M. Drapier est venu intervenir pour expliquer comment prendre une photo et le principe de la télémédecine. Donc la procédure, c'est de faire un premier bilan hospitalier, puisque nous on avait choisi un suivi. À ce moment-là, donc soit en consultation, soit en hospitalisation, on demande au patient s'il est d'accord pour être suivi en télémédecine. On informe le médecin traitant et on donne un rendez-vous de télé-expertise en fait, sur un créneau de consultation. À la date prévue, l'infirmière nous envoie la photo avec un formulaire. Donc c'est un formulaire qui a été travaillé avec l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine sur tous les projets plaies et cicatrisation qui étaient en cours. C'est un formulaire commun détaillé. Et nous, à la date prévue, on répond sur PACO. Donc, par contre, le médecin traitant avait accès à l'avis en venant à l'EHPAD ou par l'intermédiaire de l'HAD. On avait mis un suivi individualisé, c'est-à-dire que c'était nous qui décidions à quelle date on devait revoir le patient, mais la structure demandante avait aussi possibilité de nous réinterpeller si besoin en cas de mauvaise évolution. En ce qui concerne la file active des patients pris en charge par l'HAD de Mel, nous avons pu prendre en charge 8 patients en HAD en EHPAD et 5 patients en HAD à leur domicile. Et pour donc ces 13 patients, 42 télé-expertises ont été réalisées. Donc sur le Niortais, on voit qu'on a aussi peu de patients. On était parti en disant on fera un maximum 100 télé-expertises par an, on en est loin. On avait donc des patients en HAD à domicile ou en EHPAD, mais aussi des patients qui étaient en EHPAD sans le soutien de l'HAD, des EHPAD qui avaient conventionné. C'était essentiellement des escarres. Bon, par contre, on voit que pour les 2 sites, c'est du qualitatif, mais on a le sentiment d'avoir atteint, pour ces quelques patients, l'objectif d'amélioration de la prise en charge et de limitation des transports. Donc là, on va parler résultats. Donc AMEL, donc là, vous voyez ici, c'est la durée de prise en charge. Elle est affichée en trimestre. Donc en bleu, c'est un seul trimestre, donc il y a 5 patients. En orange, 2 trimestres, il y avait 4 patients. Et en gris, 3 trimestres, 2 patients. Et en jaune, c'est 1 an, 2 patients. Ça peut vous sembler long comme durée de prise en charge. Du reste, on a été surpris nous-mêmes en construisant le PowerPoint. Au début, nous avions évalué nos séjours par semaine et on s'est dit, oh là là, ça va faire des trop gros chiffres. Et c'est plus réaliste de parler de cicatrisation de plaies, d'escarres en termes de trimestre. Voilà. Et donc, on voit pour la majorité des cas, pour 9 patients, il a fallu plus de 6 mois de suivi. On est sur des plaies chroniques, comme son nom l'indique, c'est la chronicité, c'est la durée, ça ne va pas se guérir en 1 semaine ou 1 mois. Donc sur le Niortais, j'avais pas prévu d'évaluer la durée de prise en charge, donc je ne l'avais pas rentré dans mes tableaux d'indicateurs, je ne l'ai pas calculé. Par contre, mon sentiment, c'est que c'était souvent d'une durée courte, puisque j'avais fait le choix de n'être là qu'au moment de la période critique. Et dès que la situation était stabilisée, on arrêtait la télé-expertise, on restait à disposition si besoin. Par contre, ce que j'ai repéré,
c'est que c'était plus facile pour moi de faire des suivis quand il y avait l'HAD en soutien qui était là pour coordonner que quand c'était l'EHPAD sans soutien d'HAD. Et j'ai eu quand même quasiment un tiers des patients pour lesquels il n'y a pas eu de respect de la procédure. Notamment, les dossiers n'étaient pas faits, ou les fiches et les photos n'étaient pas envoyées à la date prévue. Puis après, parfois, il y a des patients, j'ai jamais eu d'envoi, j'ai appelé, on ne savait pas qui devait faire, etc. Ou alors, au contraire, on m'avait envoyé des photos, mais sans prévenir qu'il y avait une demande, et je m'en suis rendu compte 3 mois plus tard en faisant le bilan de l'expérimentation. On passe à la diapo suivante. En termes de résultats, donc en AMEL, évolution des plaies suite aux consultations. Donc, comme vous voyez en bleu, l'évolution a été favorable dans 81% des cas. Et en jaune, en orange, l'évolution, on a préféré utiliser le terme non optimal dans 19% des cas. Donc, on a obtenu des très très bons résultats. Le deuxième point, c'est le devenir des patients à la fin de la prise en charge en télémédecine. Donc, à peu près 80% retour à leur domicile, où ils ont resté à leur domicile. On avait 9% de décès, malheureusement, et 9% d'hospitalisation. Alors sur Niort, on a eu aussi des décès. De toute façon, souvent, les patients qu'on ne pouvait plus déplacer avec des escarres importantes et complexes, c'était aussi le symptôme d'une évolution avancée et probablement fatale à court terme. On a aussi eu de bonnes évolutions de plaies. 2 orientations différentes, c'est-à-dire qu'une fois j'ai reçu une photo et j'ai émis comme avis de demander un avis au chirurgien vasculaire puisque pour moi ça nécessitait une amputation. Et une autre orientation, c'est que le médecin traitant a appelé pendant mes vacances pour envoyer des photos. J'étais pas disponible. Donc mes collègues lui ont demandé que le protocole prescrit soit appliqué puisque l'infirmière de l'EHPAD les avait renseignés et ce n'était pas fait. Ça n'a pas satisfait. Ils sont partis chez un dermato à La Rochelle, puis un dermato à Poitiers, puis voilà, ils sont revenus. Donc il y avait aussi un certain nombre de patients qui étaient en soins palliatifs. Donc la téléexpertise a permis de dire à l'EHPAD on ne pourra pas guérir, c'est pas la peine de faire une détertion chirurgicale, de le transporter à l'hôpital pour ça. Continuez comme vous faites, c'est bien, puis de donner des conseils ponctuellement. Mais les patients, parfois, sont décédés sans que je sache, ou ça va bien et il n'y a plus de soucis. Donc il n'y a plus qu'une téléexpertise qui est en cours. A contrario, dans une EHPAD, on nous a confié un patient avec des escarres cataclysmiques, avec motif de prise en charge de soins palliatifs, et l'aide de la téléexpertise a permis à la fois de guérir les plaies pourtant conséquentes du patient et de le maintenir en vie. À plusieurs reprises, pardon, juste escarre cataclysmique, c'est... un cratère. D'accord. Okay. Donc j'ai dérogé plusieurs fois à la procédure parce que j'ai entendu, le projet a commencé en 2017, ça fait quand même un certain nombre de mois. J'ai entendu aussi les réflexions des médecins traitants et des médecins co-d'EHPAD qui disaient oui mais obligé de le déplacer une première fois pour la consultation, c'est compliqué. On avait demandé à ce que ce soit du suivi parce que notre volonté c'était de ne pas remplacer les médecins traitants, de ne pas être appelé par l'infirmière d'EHPAD parce qu'elle n'était pas satisfaite, le médecin n'avait pas répondu dans les délais attendus. On voulait vraiment être là en complément et être en coopération. Du coup, quand c'était le médecin traitant ou le médecin coordonnateur qui m'a contacté pour me demander de faire autrement, une fois j'ai fait une téléexpertise sans avoir vu le patient, mais la photo toute seule c'était compliqué parce qu'effectivement c'était après le passage d'une météorite et donc je savais pas jusqu'où ça allait. Et quand on appelle dans l'EHPAD, c'est l'infirmière intérimaire qui connaît pas, qui a jamais vu, c'est un peu compliqué.
J'ai fait plusieurs fois des consultations avancées en EHPAD, c'est-à-dire que dans le cadre de l'équipe mobile, j'ai pris la voiture et je suis allée voir le patient sur place. C'est un problème de temps médical. On a fait, suite à cette téléexpertise, une seule hospitalisation programmée. Il n'y a pas eu de passage aux urgences, donc d'hospitalisation non programmée. C'était un de nos objectifs aussi, c'était qu'il y ait moins de passages de patients aux urgences pour avis sur plaie chronique. Voilà. Par contre, on avait des vrais patients âgés, polypathologiques, dénutris, et on a mis à peu près 20 minutes par téléexpertise, sachant que regarder la photo, prendre une décision, ça ne prend pas plus de 5 minutes. Ce qui prend du temps, c'est de mettre le compte rendu une fois dans PACO, une fois dans le dossier, dans le logiciel métier, parce qu'il faut tracer notre activité dans notre logiciel hospitalier, envoyer les ordonnances par courrier postal, tracer notre activité pour la facturer, etc. Tout ça, c'est compté dans les 20 minutes. Voilà. C'est ça. On passe à la diapo. Approchez-vous bien du micro, s'il vous plaît. Ou approchez le On micro passe de à vous. la diapo suivante. Donc, impact du dispositif. Donc, voilà, premier point, relation médecin-patient. Alors, je laisse Olivier. On a eu un bon accueil des médecins généralistes, des infirmiers libéraux, des professionnels d'EHPAD pour adhérer au projet de prise en charge conjointe en télémédecine pour leurs patients. Vraiment, pour chacun, ça a apporté un sentiment de mieux faire au chevet du patient. Deuxième point, relation entre professionnels de santé. Donc, Sandrine. Oui, sinon on va faire une synthèse de tout. En tout cas, aucun patient ne nous a dit n'a refusé quand on lui a proposé. Ils ont tous trouvé que c'était bien de ne pas avoir à se redéplacer. Personne ne nous a parlé de déshumanisation. Les soignants étaient plutôt satisfaits, notamment en EHPAD, quand j'ai appelé les médecins co pour savoir comment ça se passait. Ça m'a permis aussi d'intégrer le groupe des médecins co et de discuter avec eux des procédures et de comment on pouvait travailler la télémédecine ensemble. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'EHPAD qui ont demandé à conventionner avec les centres hospitaliers pour rentrer dans le projet. Donc ça, c'était plutôt bien. On a vu aussi que dans les EHPAD où on était intervenu, on avait de moins en moins de demandes parce qu'ils nous disaient maintenant on applique les bonnes pratiques et finalement on n'a plus besoin de vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Par contre, quand j'ai appelé les médecins traitants pour savoir ce qu'ils avaient pensé de la prise en charge, j'ai été surprise, mais certains n'étaient pas au courant parce que le relais n'avait pas été fait. Et donc ça me questionne. Je pense qu'on n'a pas assez défini la place du médecin traitant. De la même façon, pour 19 patients, j'ai su quand j'avais à faire l'ordonnance et quand le médecin traitant s'en occupait. Si un jour on a vraiment une file active importante, il faut l'avoir défini avant. On passe à la diapo suivante. Donc l'impact on est toujours dans l'impact du dispositif, les limites. Donc peu de patients inclus. Deuxième point, pas de temps médical dédié. Nécessité de clarifier la procédure, comme l'a dit Sandrine. Formation et disponibilité des IDE d'EHPAD. Qualité des photos et des questionnaires. Cinquième point, pas de gain de temps de consultation, mais gain sur les transports. Sixième point, matériel et connexion Wi-Fi. Parfois, ce ne sont pas au rendez-vous. Pas de comptabilité des logiciels. Lourdeur administrative, comme l'a dit Sandrine. Et plateforme d'appui d'experts médicaux en aval, qui jusqu'à maintenant n'est pas mis en place. Donc, je complète. Peu de patients inclus. Au départ, on avait volontairement limité le nombre d'EHPAD puisqu'on essayait de se positionner, de voir comment ça fonctionnait. Après, je pense qu'on pensait inclure un petit peu plus. Ce qui a été difficile, c'est qu'effectivement, comme il n'y avait pas de temps dédié, les EHPAD nous disaient si vous aviez un moment où on sait qu'on peut inscrire des patients sur un créneau, ce serait plus facile. Bon là, tant qu'il n'y a pas de temps dédié, on ne peut pas. On le fait personnellement, je le fais sur la pause déjeuner.
Donc, nécessité de clarifier la procédure, parce qu'en fait, finalement, selon la personne qui demande du côté du requérant, il y a des infirmières qui pensaient que c'était pas elles qui faisaient le dossier, qui savaient pas comment on faisait le dossier, etc. Il faut absolument qu'on adapte notre procédure pour qu'elle soit efficace. Par contre, il faut aussi qu'on forme plus, qu'on continue à former les infirmières à la prise des photos. Je ne sais pas vous sur mail, mais moi j'ai reçu des photos avec un pansement pas déballé ou une plaie pas nettoyée. Par télémédecine, on peut pas enlever le pansement. Donc j'ai pas gagné du temps sur mes consultes, hein. Et puis les infirmières de l'EHPAD à l'inverse m'ont dit que c'était compliqué de se dégager du temps à ce moment-là, que ça leur faisait pas gagner du temps de prendre des photos, de créer le dossier. Les problèmes de connexion Wi-Fi, ça a vraiment un impact, puisque parfois on avait des photos, enfin comme il y avait pas, on était en zone blanche, la photo était prise sur un portable, transférée sur un logiciel, puis sur un autre. Et donc, moi, à l'arrivée, il m'arrivait une photo tellement floue que je ne pouvais même pas lire la marque, le nom de la marque de boîte de pansement dessus. Alors, vous imaginez la photo de la plaie, quoi. Voilà. Et puis, il y a un souci parce que les logiciels, il y en a beaucoup. Notre logiciel métier, sur lequel on doit remplir nos informations, le logiciel, la plateforme, et les logiciels de facturation, etc. Et ils ne sont pas compatibles, ils ne parlent pas entre eux. Donc c'est à nous de faire des copier-coller ou de retaper plusieurs fois ce qu'on a fait. Donc d'où un temps supplémentaire. Et la lourdeur administrative, c'est comme on s'est vu quand même. Alors on a eu un appui important de l'ARS, de l'ISA, et puisque M. Drapier à chaque fois c'était au secours, et dans l'heure ou dans les 2 heures on avait un mail de retour en réponse, ça c'était super. La CPM nous a aidés pour simplifier les choses, la ARS nous a aidés à construire le projet, mais on se connaît bien, on s'est vu pendant des semaines, des mois, pour essayer d'écrire les conventions, parce qu'au début il fallait conventionner avec chaque EHPAD. Donc même pendant un moment il a été imaginé que je conventionne avec chaque médecin qui allait risquer d'être requérant. Donc là je pense qu'il y a des choses qui ont évolué, que ça va être plus simple, mais on a passé du temps à des choses qui n'étaient pas strictement médicales. Et puis la plateforme d'appui d'experts médicaux, c'est qu'au début on s'était dit chouette, ce projet, ça nous emballait, on va essayer du coup de se faire des réunions multidisciplinaires avec dermatologues, gériatres, angiologues, chirurgiens vasculaires, chirurto. Mais pareil, comme on l'a fait sur notre temps perso, 3 fois on s'est réunis le matin où j'avais ramené les croissants et le café, puis à force on s'est épuisé. Voilà. Merci. Il y en a une dernière. Une dernière. Alors, rapidement. S'il vous plaît. Perspective de développement. Donc voilà, Olivier. Bien sûr, au-delà des quelques EHPAD qui avaient conventionné au départ, le souhait c'est de pouvoir généraliser avec toutes les EHPAD. L'extension maison de santé, comme ça a déjà été signifié dans d'autres interventions. Ouais, puis il y a le docteur Benyedi, mais Rachid, qui va intervenir sur Saint-Mexan, donc il sera expert aussi. Et puis au nord de Sèvres, par contre, c'est un point d'interrogation, puisqu'il y a un médecin qui est formé, qui a un DU aussi plaie cicatrisation, qui était d'accord pour partir. Mais là, c'est au niveau de l'administration, comme c'est un peu compliqué, fait la baisse, ils n'ont pas mis ça dans leurs priorités. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop au niveau du territoire comment on va fonctionner, parce qu'on est dans une activité de suivi. Mais par exemple, sur ma file active, l'autre jour, j'avais une demande. Je ne sais pas d'où elle venait, d'une EHPAD de bien au nord de Parthenay. Donc il faudra aussi que nous, on définisse nos territoires et comment on agit les uns les autres, puisque l'idée, c'était de ne pas se faire concurrence. Il y a aussi le problème du nombre de médecins requis, puisqu'on n'est pas nombreux. Au début, on avait sollicité les dermatologues qui n'ont pas été partants. Et puis en plus, bon, eux ils vont plutôt être sur le projet Smart Derm qui va être présenté après, mais qui est un projet à mon avis complémentaire et pas concurrentiel. Mais il faut qu'on arrive à définir auprès des professionnels de santé qui sachent la place de chacun. Nous, je pense qu'on est amené à garder une petite file active seulement, puisque on n'est pas parti sur des avis tout venant. Et puis surtout, il va falloir travailler sur la compatibilité des logiciels pour nous rendre la vie beaucoup plus facile. C'est un message j'espère qu'il sera entendu. Ou alors justement, on parlait des EHPAD, on parlait des infirmières. Bon, on en a une là, c'est vous.
Comme vous voulez, vous pouvez rester là aussi si vous préférez, au micro, mais comment vous avez intégré cette télémédecine, cette téléexpertise dans votre pratique? Alors, la direction a adhéré au projet Télexpertise début 2019. Donc ça a d'abord nécessité l'achat d'une tablette compatible avec le logiciel. On a reçu une formation de 2 heures sur le logiciel. Et donc, on a demandé une première téléexpertise de plaie il y a 1 mois pour une résidente qui était en soins palliatifs, pour une plaie d'escarre sacrée qu'on n'arrivait pas à soigner correctement. Et donc, d'une part, avant de demander cette téléexpertise, on a demandé le consentement aux résidents, à la famille, et c'est en lien avec son médecin traitant. Donc ensuite, on crée un dossier sur le logiciel qui nous demande donc des données administratives, données médicales, qui nous demande de décrire la plaie, autant la localisation, l'aspect de la plaie, le traitement, le protocole actuel, et donc on prend des photos au niveau des soins, pendant les soins, que l'on transmet par le logiciel. Et ensuite, donc, nous avons appelé donc, le docteur, là c'était le docteur Khalifa, pour donc demander une téléexpertise qui nous a été faite 2 ou 3 jours après. J'espère que c'était pas la photo où il y avait que la boîte. Non, la photo était... Non, elle a eu plusieurs photos, et elle en a encore d'ailleurs, on télétransmet encore des photos. Par le biais du médecin traitant. Par le biais du médecin traitant qui suit aussi, puisqu'elle aussi a le logiciel. Et donc, nous avons reçu un protocole de soins. On parlait de ce temps. Vous, comment est-ce que vous percevez ce temps consacré à la téléexpertise qui est censé vous faire gagner du temps, à terme, en tout cas gagner aussi en qualité, en confort pour le patient? Gagner du temps, pas pour nous, c'est surtout éviter le transport du résident. Pas d'hospitalisation. Alors, je vais tourner la question différemment. Est-ce que ça vous fait pas gagner du temps? Est-ce que ça vous en fait perdre? Et est-ce que ça vous en fait perdre beaucoup? Ça fait perdre du temps. On prend du temps pour le faire. C'est-à-dire qu'au niveau du soin, ça change pas grand-chose, à part qu'il faut se munir de la tablette pour prendre des photos. Bon, ça ne demande pas énormément de temps. Bon, ce qui demande du temps, c'est de créer le dossier. Donc ça, c'est vrai que c'est fait sur du temps... surtout en fin de matinée ou en début d'après-midi quand on peut, quoi. C'est sûr que ça demande du temps pour créer le dossier. La première... Ça a dû réorganiser voilà. Aussi réorganiser en termes de tâches. Non. Voilà. Oui, écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage. On reposera des questions tout à l'heure. On va s'intéresser à l'élaboration d'un projet de télémédecine. Nous venons de parler d'un EHPAD et le projet que vous portez, Anne Bonin, concerne ces établissements, justement. Vous êtes infirmière coordinatrice du projet télémédecine en EHPAD au centre hospitalier de Niort. Comment se déroule la mise en œuvre d'un projet de télémédecine en EHPAD? Et c'est ce que vous allez nous expliquer. Alors, je suis Anne Bonin, je suis infirmière coordinatrice pour le projet télémédecine à 50%. Donc en fait, ma mission est de coordonner le déploiement du projet télémédecine en EHPAD sur 15 EHPAD sur le territoire sud de Sèvres, en collaboration avec des médecins du centre hospitalier de Niort. Ce projet est issu des appels à candidature télémédecine lancés en 2018 par l'ARS, et donc on a eu la validation en novembre. Ce projet est donc récent et puis il fait suite à la mise en place de la téléexpertise sur 7 EHPAD en fin 2016 et 14 autres en 2017. Le porteur du projet est l'EHPAD du Cèdre Bleu dont le directeur est M. Bay. Et puis nous sommes accompagnés et suivis pour ce projet par JPZA, la CPM et l'ARS. Alors, donc là vous voyez une cartographie avec en rouge les financements 2017 sur les EHPAD et puis en bleu les financements qui ont été donnés pour 2018. Alors les objectifs.
On est plutôt dans un contexte de structuration territoriale et donc là on a mis, il y a une équipe territoriale d'infirmières de nuit qui va être mise à échelle de 20 EHPAD. Le projet télémédecine qui est porté par le CH Niort, donc l'EHPAD et l'unité sanitaire, donc la maison d'arrêt. Et puis la téléexpertise, donc Play Psychiatrisation, qui était déjà mis en place depuis fin 2016. Donc en fait, les objectifs principaux, c'est d'améliorer et faciliter l'accès aux soins pour les résidents, voire dans un second temps pour la population qui vit à domicile. On limite également les transports et leurs contraintes, donc la fatigue, la douleur, limiter le temps passé à chercher des ambulances, trouver des rendez-vous, etc. On améliore aussi la pertinence des hospitalisations. Et puis, faciliter et améliorer les liens entre les différents acteurs de soins. Et puis, donc médecins requis, médecins requérants, les médecins co des EHPAD, les infirmières, les aides-soignants, etc. Alors, les filières qui vont être déployées. Donc, il y aura Play Psychiatrisation, qui est déjà en cours, mais qu'on va continuer à déployer. La psychogériatrie, les urgences et la télérégulation, et la santé bucco-dentaire, donc prévention et accès aux soins. Et dans un second temps, sera mis en place l'oncogériatrie. Alors, le projet en lui-même, je vais vous faire un petit état des lieux de ce qui s'est fait et ce qui va se passer. En fait, voilà, en janvier, février, j'ai fait l'expertise des 15 EHPAD, donc de l'existant, savoir ce qu'ils avaient comme matériel déjà existant, les tests de débit, les opérateurs, etc. Ensuite, on a mis en place des COPIL, des groupes de travail pour travailler sur la facturation, les formations, l'identité-vigilance, etc. On a mis des COPIL avec en fait, les grappes du Nord de Sèvres, donc Montcoutan et Tenzay, pour essayer de se coordonner tous ensemble. Ensuite, il va y avoir le choix de la solution. Donc on a plusieurs solutions, mais le choix va se faire, on espère, d'ici fin avril. Ensuite, il y aura l'achat du matériel, donc peut-être un achat groupé, effectivement, pour que ça soit plus intéressant pour tout le monde. Optimisé. C'est ça, merci. La réalisation, ensuite, il y aura des conventions et des protocoles par les médecins experts. Comme disait tout à l'heure Madame Khalifa, il va falloir vraiment déterminer qui fait quoi, quand, à quel moment, voilà. Parce qu'il peut y avoir des couacs, il y en a eu. Ensuite, on fera probablement les premiers tests sur fin juin. Et puis après, on entamera les formations, donc formation des requis et formation également de tout le personnel soignant, infirmières d'EHPAD et les aides-soignants également. Donc le groupe de formation qu'on a constitué va travailler sur le sujet. Et puis, il y aura un déploiement et un accompagnement des téléconsultations et téléexpertises dans les EHPAD à partir de septembre. Puis après, évidemment, suivi du projet et probablement enquête de satisfaction. Voilà, je vous remercie. Merci Anne.